Que faut-il retenir cette semaine dans l'actualité économique, financière et technologique? C'est ce dont on discute chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs, Fabien Major, professionnel de la finance, également concepteur et animateur du balado Le Planif, et Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et concepteur et animateur du balado Une tasse de tech. Première chose à retenir cette semaine. Elon Musk a, semble-t-il, une définition assez personnelle de la liberté d'expression qui fait en sorte qu'il décide lui-même qui a droit à cette liberté d'expression sur le réseau social Twitter qu'il a acheté récemment. Fabien. Oui, jeudi soir, je crois que ça a culminé puisqu'il a banni des comptes d'une demi-douzaine de journalistes qui couvrent l'industrie technologique sans explication. On a creusé et même Musk a réussi à s'infiltrer dans un forum un peu privé de Twitter où les gens peuvent discuter entre eux et puis il s'est immiscé dans une conversation alors qu'il n'était pas invité pour se justifier. En fait, ce qu'il reproche aux journalistes, c'est d'avoir mis en lumière un compte alternatif de Elon Jet. Elon Jet, c'est la façon de suivre les déplacements dans le jet privé d'Elon Musk, mais le jeune qui a justement mis cette application en ligne sur le réseau Twitter, lui, il a mentionné qu'il se sert de données publiques parce que, bien sûr, les avions qui circulent dans le ciel des États-Unis et ailleurs dans le monde, ce sont des données publiques. Et le fait de pouvoir le suivre et d'avoir une position géographique très précise, selon Musk, c'est du doxing. Alors, quand on peut intimider les gens et voir leur position géographique, c'est dangereux et c'est son explication. Là où c'est particulier, c'est que les journalistes qui ont rapporté cette nouvelle ont été accusés par Musk de faire du doxing et surtout qu'ils ont mentionné que Elon Jet a déménagé maintenant sur le compte de l'autre plateforme Mastodon. Alors, sur Mastodon, on peut suivre le compte Elon Jet, mais cependant, ça fait pas le bonheur d'Elon Musk qui juge que c'est dangereux et de son propre chef a banni les journalistes qui mettaient justement le lien pour aller retrouver sur Mastodon. Et du même coup, l'information a disparu de Twitter. Bon. À la décharge d'Elon Musk, il pourrait y avoir des arguments qu'effectivement suivre les avions en direct pourrait présenter des enjeux de sécurité. D'ailleurs, je pense qu'il a suspendu en même temps des comptes Twitter qui suivaient des jets d'autres milliardaires. Ce qui est particulier, par contre, c'est que évidemment, il est jugé parti. Il est absolument en conflit d'intérêts. Il a démantelé un conseil de surveillance, alors qui était peut-être plus ou moins efficace, mais qui devait assurer avec un certain recul, une certaine surveillance. On a vraiment l'impression que maintenant il fait ce qu'il veut, il décide, il appuie sur tous les boutons à tout moment. C'est un contrôle personnel qui est quand même assez exceptionnel et très, très étonnant. Oui, tu mentionnais qu'il définit la liberté d'expression à sa façon. Il a dit, il y a quelque temps, en fait, il dit et dédie souvent des concepts liés à la liberté d'expression. Par exemple, ça s'arrête au niveau de la légalité. En ce qui concerne le repérage des avions dans le ciel, c'est tout à fait légal, mais ça fait pas son bonheur parce qu'il dit que ça met en jeu la sécurité de sa famille. C'est ça qui est très particulier. Bannir aussi Mastodon, c'est une première. C'est un réseau social, c'est un autre réseau social. Imaginez si on bannit tout ce qui fait référence à d'autres médias. Dans un média, on se retrouve ni plus ni moins sous une dictature. Mais écoutez, Elon Musk, je crois qu'il y a quelque chose qui va commencer à nuire à ces autres entreprises. D'ailleurs, le titre de Tesla a chuté fortement la semaine dernière et il a effacé des milliards. En plus, il retire de l'argent parce qu'il semble en avoir besoin pour alimenter justement les pertes quotidiennes qu'affiche Twitter depuis la perte non seulement d'abonnés, mais également de revenus publicitaires. Maintenant, la capitalisation boursière de Tesla n'est qu'à 495 milliards. C'est énorme, c'est sûr, mais ça a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. On peut dire aussi que Elon Musk redéfinit un peu ce qu'est le micromanagement au sens où il est déjà présent dans beaucoup d'entreprises et en plus il prend des décisions à des niveaux vraiment extrêmement, c'est presque du nano-management. Normalement,
la logique voudrait que ce ne soit pas soutenable à long terme. Non, en effet, c'est très particulier. C'est tellement micro qu'il prend le micro pour intervenir dans les discussions, des fois sur des forums privés, comme je donnais en exemple en début de conversation. C'est tout à fait hallucinant. Est-ce que ça va être bon pour Twitter? Non, je crois que c'est pas bon non plus pour toutes les entreprises périphériques et certains doivent s'inquiéter de la santé d'Elon Musk carrément. Deuxième chose à retenir cette semaine. Des changements importants s'en viennent dans l'App Store d'Apple, qui ne sera plus jamais le même, et ça à cause de décisions qui ont été prises en Europe. L'Union européenne s'inquiète et ne sont pas les seuls. Hein. La même question se pose aux États-Unis de ce qu'elle considère être un monopole au niveau des plateformes, au niveau des boutiques d'applications mobiles. Donc, on parle d'Apple et de son fameux App Store sur l'iPhone et sur l'iPad. Il est aussi question de la domination, disons-le, d'une certaine façon, du Play Store de Google sur les plateformes Android, même si c'est moins apparent de ce côté-là. Mais en même temps, ça soulève un peu le questionnement, est-ce que ce sont vraiment des monopoles? Cela dit, l'Union européenne s'inquiète justement de la situation où si on veut publier une application, si on est un développeur d'applications mobiles et qu'on veut avoir une présence sur les plateformes mobiles, on doit nécessairement passer par ces deux grandes entreprises. Prises individuellement, effectivement, Apple a un monopole sur ses appareils mobiles puisqu'on ne peut pas installer d'applications sur iPhone ou sur iPad autrement qu'en passant par l'App Store. Et dans l'App Store, on le sait, si on vend l'application, si on veut faire des revenus avec ces applications mobiles, il faut remettre une commission à Apple qui est de 30 Donc, c'est une situation de monopole. L'Union européenne, on le sait, se bat non seulement contre les monopoles qu'elle considère dans le monde numérique, mais aussi contre Apple de façon plus générale. Elle a récemment aussi décidé qu'elle bannissait les connecteurs, les chargeurs autres que l'USB-C. Donc, on veut créer cette espèce d'universalité des choses. Et là, ce qu'on a demandé, ou en tout cas ce qu'on considère, c'est justement demander d'éclater ce modèle-là. Et c'est ce que Apple se préparerait à faire avec une nouvelle version de son système mobile qui autoriserait l'installation d'autres boutiques d'applications que la sienne. Ce que ça permettrait, par exemple, ça permettrait des éditeurs comme Epic Games, qui est l'éditeur du très populaire jeu Fortnite, et d'un paquet d'autres jeux aussi, de créer sa propre boutique de jeux, par exemple, qui serait installable sur un sur iPad ou sur iPhone, ou sur iPod pour ceux qui en ont un, il en reste plus beaucoup. On pourrait avoir aussi des boutiques d'applications de Microsoft, entre autres, qu'on le sait, qui essaient d'avoir une présence mobile autre qu'à travers les appareils. Et même le Google Play Store de Google pourrait avoir une version iOS, disons-le comme ça. Donc, c'est un peu ce que considérait Apple, justement, en réplique à ces directives-là qui viennent d'Europe. C'est ce que Bloomberg rapporte. En tout cas, ça s'en viendrait dès l'année prochaine, parce que l'horizon, c'est 2024. C'est un jeu d'argent, de grosses sommes, en fait, parce que en 2021, donc il y a à peu près pas tout à fait un an, Apple a remis 60 milliards de dollars aux développeurs d'applications à travers sa boutique d'applications. Et si on fait le calcul rapide, on le sait, 30 de 60 milliards, c'est beaucoup d'argent qu'elle met elle-même dans ses poches sur le travail fait par des tiers. Et ça, c'est une grosse somme. Mais le plus important aussi, c'est toute la formule par abonnement qui est très populaire et qui est de plus en plus populaire dans le secteur des applications, des services numériques, en streaming, et ainsi de suite. Et on dit que dans le marché des revenus par abonnement sur mobile, 78% des abonnements passent par l'App Store d'Apple. Donc, Apple en met beaucoup dans ses poches là-dessus aussi. Et c'est un peu ça qu'on essaie de contrer là, du côté de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire qu'avec le changement envisagé, peut-être que l'écosystème des applications du côté iOS ressemblerait un petit peu plus à ce qui se passe du côté d'Android, où on voit des magasins d'applications, par exemple, de fabricants d'appareils Samsung, par exemple, qui a ses propres applications, et il y a des choses un petit peu parallèles, de façon un peu plus poreuse qu'il y en a sur iOS, où c'est exclusivement on risque de voir des boutiques d'applications par écosystème d'entreprises. Par exemple, pensons à Microsoft, pensons aux entreprises, aux développeurs d'applications pour entreprises, justement, le B2B, là, qui ont souvent des environnements, Cisco, entre autres, Citrix, des choses comme ça, qui seraient probablement quand même contrôlés, j'imagine, au niveau de la sécurité par Apple, parce que ça a toujours été le gros différenciateur chez Apple de dire on contrôle tout parce qu'on évite justement les dérapages, applications malveillantes, ces choses-là. Mais certainement que ce ne seront pas des fabricants d'appareils qui auront leur propre boutique. Là, je ne pense pas que Samsung va avoir sa propre boutique sur l'App Store. Mais on peut voir des fabricants peut-être d'accessoires connectés qui ont une panoplie d'accessoires créer leur App Store pour des applications spécifiques à leurs appareils qui se connectent à un iPhone ou à un iPad.
Mais est-ce que je comprends bien c'est ce qui est envisagé, mais on n'est pas absolument sûr que ça va se passer, au sens où souvent on entend des choses sur des projets d'Apple qu'ils prévoient de faire, et puis bon, c'est pas exactement ça qui sort. Et d'autre part, on peut s'attendre d'Apple qu'ils défendent bec et ongle cet élément qui est extrêmement important maintenant dans les revenus, notamment dans les revenus récurrents que ça peut leur amener avec les abonnements, et des abonnements qui en plus ont une marge de profit qui est très importante à terme. Évidemment, l'information vient de Bloomberg, qui est une source généralement fiable sur la situation d'Apple. L'horizon, c'est 2024. Il y a aussi l'horizon 2024 pour le fameux Power Lightning qui devrait disparaître au profit d'un port USB-C. Dans les derniers mois, dans les dernières, je ne vais pas dire années, mais récemment, Apple a quand même démontré une certaine volonté, peut-être malgré elle, mais de se conformer à ce genre d'ouverture-là sur certaines choses. Donc, on peut imaginer que présenter de la bonne façon, en réservant peut-être une partie de ses revenus, Apple pourrait être ouverte à élargir un peu la façon dont on installe les applications sur ses appareils mobiles, à condition bien sûr qu'elles n'y perdent pas au change. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ta chronique des meilleurs produits techno? On apprend deux choses. Premièrement, on apprend que Noël, ça s'en vient extrêmement rapidement, donc il faut s'y préparer. Et si vous êtes comme moi, peut-être que vous n'avez pas encore acheté de tous vos cadeaux. Donc, on a quelques suggestions de cadeaux pas très chers de dernière minute qui vont faire l'affaire de bien des gens. Il y en a 5, elles sont excellentes. Vous pouvez aller lire ça dès maintenant. Alors, je ne te demande pas ce qu'il y a dans ton balado puisqu'il est en pause cette semaine, mais je pose la question à Fabien. Et qu'y a-t-il dans ton balado? Qu'est-ce qu'on apprend dans ton balado? C'est parce qu'il est dans mon balado. Oui. C'est vrai. On discute ensemble de chat GPT, puis on fait aussi une conversation. J'ai posé des questions de finances personnelles, comme par exemple, pour s'enrichir, vaut-il mieux être célibataire ou en couple? Lorsqu'on perd de l'argent en bourse, où va l'argent et quel est le rendement annuel moyen d'une maison? Ce genre de questions, je l'ai entré dans chat GPT et j'ai pris les réponses textuelles, et dans un synthétiseur vocal, on entend donc une voix qui lit la réponse de chat GPT. C'est assez passionnant de voir qu'il y a de la justesse dans les propos, ce qui me fait dire que les connaissances en finances personnelles de chat GPT sont quand même relativement pointues et pertinentes. Et qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ta chronique conseil? On a de l'espoir. C'est pas mal fini pour 2022 en ce qui concerne le rattrapage des baisses de marché, mais en 2023, tous les espoirs sont encore permis, et ceux qui souhaitent avoir un rattrapage, une récupération plus rapide de leurs investissements qui ont perdu de la valeur en 2022 peuvent quand même considérer les petites capitalisations. Les sociétés dont la valeur boursière totale est inférieure à 2 milliards de dollars ont donc un réflexe rapide de récupération. Davantage, en fait, la récupération se fait plus rapidement et plus prononcée qu'avec les grandes capitalisations. Alors, des raisons de considérer les investissements dans ce qu'on appelle en anglais les small caps, c'est ce que je vous définis. Merci à tous les deux. On vous retrouve la fin de semaine prochaine, non pas pour discuter des événements qui sont arrivés cette semaine, mais pour que vous nous disiez quels sont les deux événements, les deux choses qu'il faut retenir de l'année 2022 qui se termine. Donc un épisode exceptionnel du balado Info Bref Affaires qui sera en ligne au plus tard le 24 décembre, juste avant Noël. Moi, je vous retrouve dès lundi, comme chaque matin, dans le flux du balado Info Bref Affaires, sur les plateformes de balado, dans les assistants numériques, y compris l'assistant Google et Alexa, et sur YouTube pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières en quelques minutes pour encore quelques jours avant les fêtes. Merci, à très bientôt.